Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. J'ouvrirai cette édition avec une belle découverte, le Mayflower. Il s'agit du premier navire de grande taille à traverser l'Atlantique de manière totalement autonome. Son capitaine est une intelligence artificielle, mais ce n'est pas la seule inventivité dans ce projet. Éric Aquaron est revenu de Plymouth pour nous livrer toutes les explications en plateau. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Le cœur de cette émission, lui, sera consacré au futur de la cybersécurité. Les nouvelles menaces appellent de nouvelles techniques de traque et de protection. Mes invités nous en dévoileront quelques-unes tout à l'heure. Et puis nous conclurons cette édition avec notre séquence dédiée au gentleman numérique ou comment communiquer avec tact. Mais d'abord, bonjour Éric Aquaron, vous êtes responsable de la stratégie des produits chez IBM. Et c'est vous qui avez repéré ce Mayflower et initié la collaboration d'IBM sur ce projet. Alors je décris rapidement ce bateau, il est très impressionnant. C'est un trimaran de 15 mètres de long, 8 mètres de large. Il est propulsé par des moteurs électriques qui sont alimentés par des batteries rechargées via des panneaux photovoltaïques. Et puis surtout, il n'y a personne à bord, aucun équipage. Le capitaine est une intelligence artificielle, AI Captain, on l'appelle, hein, c'est ça. Il s'appelle d'ailleurs, ce bateau, c'est le Mayflower Autonomous Ship, hein, si on donne son nom complet. Alors comment est-ce possible de laisser un bateau faire une si grande traversée tout seul? Bonjour, oui, il s'appelle le Mayflower Autonomous Ship parce qu'il n'y a personne à bord, ni espace pour des passagers, ni espace pour un commandant ou un capitaine. Et alors, quelles sont les briques technologiques qui permettent ça? Parce que je parle d'intelligence artificielle, ça semble un petit peu simple comme ça, dit comme ça, on dit bon, on met un logiciel et puis ça marche tout seul. En fait, il y a plusieurs briques technologiques. Donc, on recrée le raisonnement d'un capitaine et on commence par la vision. Après, on applique les règles maritimes, c'est un autre ensemble de briques technologiques. Et ensuite, on fait une optimisation de route pour calculer quel est le meilleur chemin en fonction de la météo, de l'état des batteries, du soleil à ce moment-là, par exemple pour la recharge. Et donc le bateau est capable de décider éventuellement de s'arrêter pour mieux recharger avant de repartir, d'éviter les perturbations, de se dérouter si une des expériences à bord veut collecter des données à un endroit particulier. Et ce ne sont pas que des briques logicielles. Enfin, par exemple, sur la vision, il y a du matériel. Qu'est-ce qui est embarqué à bord? À bord, il y a tous les capteurs d'un navire normal, donc radar, sonar, AIS, etc. Et puis en plus, il y a des caméras. Et donc, Des lidars? Il n'y a pas de lidar, parce que le lidar ne marche pas très bien en mer. Il y a des caméras normales et infrarouges. D'accord. Et pourquoi ça fonctionne mieux? Parce que le lidar est une vision par laser, et en mer, avec les crêtes de vagues, c'est une catastrophe. Donc, en fait, à très courte portée, l'infrarouge est très bon, mais il est à basse définition. Par contre, en vision normale, on prend de la haute définition et on regarde à l'horizon, avec des caméras qui sont à 360 degrés. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés ou il y en a d'autres qu'il a fallu surmonter? Alors, la plus grande difficulté, ce n'est pas la vision dans l'absolu. La plus grande difficulté, c'est que le bateau, comme il est autonome, sans personne à bord et sans télécommande, doit être capable de dire à tout moment pourquoi il prend une décision. Et donc, en fait, toute l'implémentation d'éléments d'intelligence artificielle répond à cette demande. À chaque décision, on doit être capable d'avoir un log dans le bateau qui dit, voilà, j'ai vu cela à la vision, cela au radar, cela au sonar. J'en ai déduit que c'était une bouée. Et donc, comme le vent était comme ça, avec tel niveau de charge de batterie, j'ai évité la bouée en tournant à gauche et en changeant ma vitesse. Et comment vous entraînez les algorithmes avant de partir en mer? Alors, la vision a été entraînée en prenant des images en mer réelles. Il n'y a pas de base de données publique disponible. Ils ont vraiment créé toute leur base de données. Ça a commencé en 2016, donc je pense que vous imaginez 4 ans d'enregistrement en mer. Les règles maritimes et le comportement en mer, ce sont des capitaines de marine et des capitaines militaires qui ont fait l'entraînement du logiciel. Et l'optimisation, il y a pas mal de matheux qui ont travaillé sur la météo, l'optimisation énergétique. Et alors, ces capitaines de marine, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Comment ils l'ont entraîné? Ils ont entraîné le logiciel, ils l'ont testé avec un serious game, c'est-à-dire que le capitaine de corvette qui s'occupe de l'entraînement, il a dit, voilà, vous mettez tout ça dans une baie, tels objets, ils bougent dans tel sens. Que fait le logiciel? Que décide le logiciel? C'est de la simulation? C'est une sorte de jeu vidéo? C'est de la simulation, mais très sophistiquée. Alors, les préparatifs qui ont été nécessaires, parce que le bateau, en fait, a été baptisé il y a quoi? Le 16 septembre. Le 16 septembre, donc presque un mois, on va dire, à Plymouth, donc, en Angleterre. Il va partir au printemps prochain, faire sa grande traversée jusqu'à Plymouth, aux États-Unis. Avant ça, il y a des traversées, des entraînements, des
Ouais, avant ça, il y a 6 mois de tests en mer. Des tests en mer. Donc il faut tester le bateau au sens navigabilité du bateau. Et ça a commencé déjà? Ça a commencé, oui. Et comment ça se passe? Alors, quels sont les premiers retours? Alors j'ai pas les premiers retours parce que ça vient de commencer et donc je suis pas allé en mer avec le bateau. Donc les premiers tests sont assez simples, hein. C'est pour vérifier que le bateau sait naviguer, qu'il est bien équilibré. Et après, graduellement, ils rajoutent dedans les logiciels, puisque tout est déjà installé à bord, pour connecter tout ensemble. Donc les tests de navigation ensuite vont arriver à partir de, je pense, un peu avant Noël. Vers le début de l'année. Et il a une route tracée parce qu'il va croiser forcément sur son chemin d'autres bateaux. Comment ça peut se passer en termes de sécurité? Alors le bateau, lorsqu'il croise un obstacle, décide de la meilleure route à adopter en fonction des règles maritimes, du temps et du reste. Mais là, il n'y a pas de filet. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas de filet. Personne à bord, il n'y a pas de petite flotte à côté qui vérifie que tout se passe bien. C'est un vrai bateau. C'est une grosse responsabilité. Oui, mais il aura été testé pendant des années en simulé et puis pendant des mois en mer réelle, suivi par un bateau, là. Et donc, on n'a pas de souci. Hein. Ouais. Et alors, mon débat juste après vous, c'est aussi sur la sécurité, mais la cybersécurité cette fois. Qu'en est-il à ce niveau-là? Parce qu'on peut aussi imaginer qu'une personne malveillante, un pirate, ait envie de s'amuser à prendre le contrôle de ce bateau, par exemple. D'autant plus si vous imaginez dans le futur avec une flotte de Mayflower, donc quelqu'un pourrait éventuellement prendre contrôle d'une flotte. Donc, c'est déjà prévu. Donc oui, on a des systèmes de cybersécurité très sophistiqués. Et qui sont où? Ils sont dans le bateau? Il y en a dans le bateau, il y en a dans le cloud, et il y en a dans la société qui envoie les ordres de mission au bateau. Donc en fait, on a un ensemble totalement hybride avec du cloud, du on-prem, on dit en anglais, et puis de l'edge dans le bateau. Et tout ça est crypté, sécurisé, réidentifié en permanence. Et vous pouvez donc voir si, par exemple, il y a un changement de route qui ne correspond pas à ce qui avait été prévu? D'abord, le bateau a un AIS, c'est-à-dire il signale par satellite sa position. Donc en fait, n'importe qui pourra le suivre avec un téléphone, hein, avec un logiciel gratuit qui est comme Flight. On pourra le suivre en ligne sur un site. Voilà, en plus, il y a un site internet pour le suivre en ligne. Mais si le bateau se mettait à se comporter de façon anormale, on a aussi une manière de l'arrêter pour le mettre en panne. C'est une obligation aussi légale des registres maritimes. Il y a plein d'obligations légales en plus de l'expénabilité qui viennent de la Lloyd's et puis du registre américain maritime, qui sont les deux registres qui l'ont, on va dire, immatriculé. Donc oui, tout est prévu là. Et il est plus possible aujourd'hui de perdre un bateau en mer? Il est possible aujourd'hui de perdre un bateau en mer. Ça arrive encore, ouais. En fait, du point de vue de l'équipe qui fait le bateau, le plus gros risque, c'est pas le logiciel qui marcherait mal. C'est plutôt un événement météo très fort. Et l'océan est toujours le plus fort, même si ce bateau est assez solide en aluminium. Alors, selon vous, le Mayflower, c'est pas juste d'ailleurs une démonstration de prouesse. Est-ce que selon vous, ça va vraiment transformer le transport maritime? Vous parliez de flotte à terme, de flotte de transport maritime totalement autonome. Est-ce que là, on est vraiment au début de cette histoire? Alors, je pense qu'on n'est pas au stade de la flotte de transport maritime autonome. La transformation arrive et on le voit parce qu'il est en train d'arriver. Le nombre de personnes qui appellent la société qui fait le bateau pour avoir l'intelligence du bateau, alors que vous voyez, elle est encore en train de tester. Ce qu'on va avoir, on va avoir des super assistants pour les officiers de marine qui ne dorment jamais et qui permettront de surveiller tout ce qui se passe, tout ce qui est dans le bateau, et de dire voilà, là il y a un risque, faites attention, et puis on évitera peut-être des bateaux qui s'échouent, comme en Corse il y a quelques temps, ou qui se rentrent dedans. Merci beaucoup, Eric Aquaron, responsable de la stratégie des produits chez IBM. On enchaîne avec les actus de Victor Sicora. Bonjour Victor, quelles sont les news qui ont retenu votre attention? Alors aujourd'hui, Delphine, on commence avec ce tweet du compte officiel des aéroports de Lyon. Un tweet qui officialise le lancement de Mona. Mona, c'est un dispositif de reconnaissance faciale destiné à fluidifier le parcours voyageur dans les aéroports. Et c'est l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui va être précurseur dans l'utilisation de Mona. Un parcours biométrique qui va suivre le passager d'un vol de chez lui jusqu'à son installation dans l'appareil. Alors il suffit au passager de créer un compte client sur Mona via sa plateforme et c'est parti pour l'aéroport. Une fois arrivé, le voyageur passe tous les points de contrôle sans aucun contact physique et sans présenter aucun document d'identité. Il lui suffit tout simplement de présenter son visage aux différents points de contrôle aéroportuaires. Ce service est pour le moment réservé aux passagers à destination de Porto et de Lisbonne. On continue avec le CES Unveiled de Paris. Oui, comme vous le voyez sur ce tweet, le CES Unveiled de Paris et d'Amsterdam ont été annulés en présentiel au profit d'un événement bien sûr
100% digital. Vous le savez, Delphine, le CES Unveil de Paris, c'est l'occasion de mettre en avant les entreprises et les technologies innovantes. C'est aussi un aperçu de ce qui sera lancé dans le monde à l'occasion du CES, qui est le grand show mondial de l'électronique à Las Vegas. Il se tiendra d'ailleurs du 11 au 14 janvier 2021 en version numérique également. Le CES Unveil à Paris devait se tenir hier, mais du fait du Covid, il a été regroupé à celui d'Amsterdam le 15 octobre. Au programme, un événement 100% numérique et des conférences en visio avec un focus sur l'Europe. Pour ceux qui s'étaient inscrits au CES parisien, il faut remplir une nouvelle inscription pour ce double CES du 15 octobre. Un autre événement fait le buzz sur Twitter. Et oui, Delphine, c'est une nouvelle keynote d'Apple, une keynote programmée le 13 octobre à 19h, une conférence qui devrait surtout rimer avec l'annonce de l'iPhone 12. Sur l'invitation qu'ont reçue les journalistes et les spécialistes, on peut lire High Speed, une référence à la vitesse de connexion de la 5G dont seront bien sûr équipés les futurs iPhones. Selon les rumeurs, 4 produits pourraient être dévoilés, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, le Pro et le Pro Max. Leur particularité, eh bien, ils seront tous 5G compatibles avec un écran OLED et un design à bord plat qui fait penser aux iPad Pro. Et après près d'un mois de retard, cette keynote et l'iPhone 12 sont plus qu'attendus. On termine avec un tweet qui a donné du fil à retordre à Twitter. Oui, et le post en question, Delphine, c'est ce tweet de Donald Trump, un tweet clairement corona-sceptique. À peine 48 heures après sa sortie de l'hôpital, le président américain compare la Covid-19 à la grippe et le juge même moins meurtrier. Twitter a dû sévir, et regardez bien, quand on clique sur ce tweet, il se masque automatiquement. Un message officiel de Twitter apparaît alors en mentionnant que ce tweet viole les règles de Twitter et comporte des fausses informations sur la Covid-19. Il est certes toujours possible de lire le tweet, mais il est suivi d'un lien vers des informations complémentaires sur la maladie afin d'éviter une manipulation de l'information. De son côté, Facebook a complètement supprimé la publication. Éric Aquaron, une actu qui a retenu votre attention, vous, ces derniers temps? Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est l'acquisition d'ARM par NVIDIA. Je pense que c'est significatif. ARM, parce que ARM, on a un peu l'impression que c'est... Oui, ARM, l'ancienne société du Royaume-Uni qui fait une technologie de puce qui est dans tous les téléphones. Et je pense que ça peut amener à l'avènement de quelque chose comme Intel. Merci beaucoup. Merci Victoire Sicora pour les news. Merci Éric Aquaron, responsable de la stratégie des produits chez IBM. On enchaîne avec notre débat sur le futur de la cybersécurité. Où va-t-on en matière de cybersécurité? Alors que les menaces grandissent, se diversifient, qu'en est-il des parades? On en parle avec Frédéric Sollet, directeur régional chez Netscope, une solution de sécurité dans le cloud, dans et pour le cloud, je précise. Ilham Choukrani, vous êtes PDG du cabinet de conseil en cybersécurité de Potentiel et également secrétaire général du CEF6, le Cercle des femmes dans la cyber. Thomas Lecoz, président cofondateur d'Arsène, société de cybersécurité concentrée sur la sensibilisation des collaborateurs et en particulier au risque du phishing. Alors, Frédéric Sollet, quels sont les nouveaux enjeux de cybersécurité auxquels font face aujourd'hui les directions informatiques? Bonjour. Alors, les enjeux sont étroitement liés au cloud. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont migré beaucoup d'applications vers le cloud pour répondre à des challenges business, pour être beaucoup plus agiles et proactifs pour les métiers, pour mettre à disposition des services rapidement. Et dans ce contexte-là, les données et les utilisateurs qui se retrouvaient auparavant dans le système d'information, dans l'entreprise, se retrouvent aujourd'hui un petit peu partout, soit dans le cloud, et les utilisateurs se retrouvent à la maison. Et dans le contexte actuel, avec le Covid, ça s'est confirmé, puisque tous les utilisateurs travaillaient de la maison. Et il a fallu apporter en fait des... Ça veut dire qu'il y a une multiplicité d'outils, d'appareils, une dispersion des datas. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est ça, en effet. Ouais. Toutes les données et les utilisateurs ne se retrouvent plus au centre du système d'information comme c'était auparavant. Et donc la sécurité traditionnelle qui avait été appliquée auparavant, où on protégeait l'entreprise de manière périmétrique, on protégeait l'entrée dans le système d'information, on protégeait les applications à l'intérieur du système d'information, cette protection aujourd'hui n'est plus efficace contre... les nouvelles attaques qui peuvent exister, contre les données qui sont dispersées un peu partout dans le monde et les utilisateurs qui ne se retrouvent plus au milieu du système d'information, mais à l'extérieur du système d'information. Ilham Choukrani, ce risque cyber qu'on dit omniprésent, grandissant, et tout ça, est-ce qu'il est vraiment partie intégrante aujourd'hui de la gouvernance d'une entreprise? Est-ce qu'il est pris en compte dans les faits? Alors, en effet, il y a une progression significative au sein des grands groupes, les sociétés du CAC 40, les sociétés du SBF 120.
autour de la population des TPE, PME, TI. Il y a encore un enjeu important. Et le futur de la cyber, c'est aussi la prise de conscience par les dirigeants de ces structures-là de la nécessité de mettre finalement le sujet cyber à leur agenda. Et c'est-à-dire, effectivement, être eux-mêmes exemplaires dans l'utilisation de leur outil numérique, et puis surtout gouverner le risque cyber et prendre des décisions et faire des choix en ayant le meilleur équilibre entre le bénéfice digital qu'on a à se déployer dans le cloud, déployer une nouvelle application ou participer à un projet qui va dans le sens de l'expérience client, et le risque qu'on prend. Et donc cette composante et cette nouvelle compétence, elle doit être en fait développée par les dirigeants, notamment des TPE, PME, qui constituent en fait des cibles de choix. Parce qu'elles sont moins bien dotées que des groupes plus conséquents. Et qui peuvent en plus servir de relais de plateforme de rebond, absolument, auprès de grands comptes. Donc il y a un enjeu de monter en compétence finalement de la compétence du dirigeant. Et au sens du dirigeant, c'est à la fois le dirigeant d'une TPE-PME, ça peut être un entrepreneur qui a une solution logicielle et qui du coup ne doit pas considérer que parce qu'il est dans le cloud, finalement, il est sécurisé par défaut. Mais c'est aussi les fonctions d'administrateur qui siègent dans des boards et qui ont la responsabilité de la gestion des risques et qui doivent intégrer la gestion du risque numérique à leur agenda. Alors pour que le futur de la cyber soit une prise de conscience générale, il faut aussi que ça se simplifie quand même, hein. Alors on imagine, peut-être naïvement, que justement en confiant nos données dans le cloud à des grands fournisseurs de solutions, eh bien elles sont protégées. C'est pas forcément toujours le cas. Thomas Lecause, le risque de phishing, c'est pareil, c'est pas nouveau. Hein, on en parle, je sais pas, depuis les débuts d'Internet pratiquement. Et ça fonctionne toujours. Et ça fonctionne toujours. Alors peut-être ce qui a changé, c'est l'objectif qui est visé. Ça a été très industrialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant il fallait vraiment être très créatif dans sa recherche de comment monétiser une fois qu'on avait piraté. Aujourd'hui c'est très industrialisé, il y a des groupes de ransomware, c'est très simple une fois qu'on a pénétré. Oui, c'est ça, aujourd'hui le phishing c'est plus juste pour récupérer un numéro de carte bancaire et faire un petit retrait sur un compte. Non, il y a même des c'est vraiment pour mener des grandes attaques derrière. Tout à fait, ouais. Il y a même des modèles hybrides où ils mettent une rançon, si jamais la rançon n'est pas payée, il y a une vente de la donnée ou une publication de la donnée. Donc devant cette productisation, ça devient beaucoup plus simple de monétiser, et donc il y a une recrudescence. Et le point d'entrée le plus simple aujourd'hui, quand les technologies s'améliorent, ça reste l'humain. Et je rejoins beaucoup Mme Chokrani là-dessus. Et le point d'entrée, c'est forcément le phishing ? Non, pas forcément. Il y a quand même des failles de sécurité et par manque de prise de conscience ou par manque d'outils, on a parfois du mal à mettre à jour assez rapidement, et les groupes d'attaque, eux, sont assez rapides pour exploiter. Mais le phishing reste une énorme faille de sécurité. Et comment elles se sont perfectionnées, ces attaques de phishing ? Parce que finalement, il y a aussi, depuis très longtemps, des solutions qui ont été mises en place avec des logiciels qui savent repérer justement les mails qui ne sont pas très bien rédigés, du franglais, des choses comme ça. Alors, elles se sont aussi perfectionnées, bien sûr, ces mais attaques. C'est un jeu de chat à la souris, et il y aura toujours un avantage à l'attaquant, parce que c'est à lui d'innover face à la défense, et la défense... Et qu'est-ce qu'elles font de mieux donc qu'avant ? Elles cachent leur code, c'est-à-dire que les parties qui m'ont identifié que c'est une attaque sont cachées, sont obfusquées. Elles sont aussi plus personnalisées. Il y a maintenant un travail de personnalisation qui est plus important pour pouvoir avoir une cohérence plus grande, pour outrepasser les filtres. Il y a de nombreuses technologies en fait qui viennent cacher cette attention malveillante, et il y a parfois même des nouvelles technologies. On voit du smishing, donc par SMS, c'est beaucoup moins filtré. Qu'est-ce que c'est ça, le smishing ? Donc c'est de l'attaque de phishing, donc de la manipulation qu'on va retrouver de la même façon que sur un email, mais par SMS. Les SMS sont beaucoup moins filtrés. On va aussi retrouver du vishing. Donc il y a des liens à l'intérieur, on clique et on se retrouve sur le navigateur de son smartphone. Ouais. Ça peut même être plus permissieux que ça. Il y a des emails qui ne demandent pas forcément de lien vers un clic. Et le phishing, vous disiez ? Et le phishing, c'est de la partie audio, donc le voice phishing. Et on se retrouve avec, on voit arriver des technologies de voice cloning par exemple. On peut copier la voix de quelqu'un avec des deepfakes de l'IA. C'est extrêmement intéressant, c'est aussi extrêmement dangereux, parce que tout PDG pour l'arnaque au président par exemple a au moins une interview sur Internet qu'on peut retrouver. À partir de 20 secondes de voix, je crois qu'on arrive à faire maintenant une copie de la voix. Ça prend une toute autre dimension. Donc ce côté manipulation grâce à l'outil technologique qui a pris ses bases au niveau du phishing se développe maintenant avec les nouvelles technologies qui profitent à la fois à la défense mais aussi à l'attaque. Alors Frédéric Soley, vous êtes convaincu que la solution c'est dans le cloud finalement ? Pas forcément de mettre ces données dans le cloud, mais d'installer une solution de cybersécurité dans le cloud. Pourquoi ? Oui, parce que pour revenir sur la partie phishing ou malware, aujourd'hui, dans la chaîne d'infection,
les attaquants utilisent le cloud. Ils utilisent le cloud parce que c'est beaucoup plus facilement accessible. Avant, il fallait qu'ils pénètrent le système d'information des entreprises. Aujourd'hui, il y a plein de services gratuits sur le cloud qui leur permettent dans la chaîne d'infection et dans leur système d'attaque, de pouvoir utiliser des services cloud. Et donc, les défenses périmétriques qui existent aujourd'hui dans les entreprises ne peuvent pas traiter cette problématique parce que c'est un nouveau langage sur Internet. Oui, mais les fournisseurs de cloud dont on parlait, ils ont des solutions de protection. Ils ne protègent pas votre donnée. C'est à vous de protéger votre donnée. Ils ne protègent pas vos utilisateurs, ils protègent leur système. Et c'est à vous de prendre en considération la sécurité. Et donc, du coup, Gartner a sorti l'année dernière le SASE, le Secure Access Service Edge, qui avait pour objectif... SASE qui s'écrit S-A-S-E. S-A-S-E, tout à fait. Voilà. SASE en français. Et qui avait pour objectif, en fait, d'exprimer au niveau des entreprises le fait qu'il fallait mutualiser, en fait, la sécurité et le réseau à travers un service cloud. Donc, l'idée, c'était d'avoir des fournisseurs qui soient capables de mettre à disposition une extension du système d'information des entreprises pour garantir, en fait, que les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils sont, les datas, quels que soient les endroits où elles se trouvent, on puisse les sécuriser à travers un tuyau, pour simplifier les choses, qui va contrôler comment les utilisateurs se comportent en accédant au service cloud, comment les utilisateurs se comportent quand ils accèdent à Internet, quand ils accèdent à un service juste pour privé. bien comprendre, on est dans quelle configuration? Parce que donc il y a des données qui sont sur des data centers, il y a des données qui sont dans des clouds externes. Vous, votre solution, elle est où là dans cette chaîne? C'est une surcouche, un super cloud de tous mes clouds? C'est un service réseau additionnel qui est rajouté à ce qui est à l'intérieur du système d'information des entreprises. Donc, quand un utilisateur est dans l'entreprise ou sur son poste à la maison ou dans un cybercafé ou autre, quand il va se connecter à un service cloud ou à Internet, il va accéder au travers du réseau Netscope avec à la fois le service réseau... C'est un filtre, en fait. Alors c'est une couche qui vient en intermédiaire. Ouais. C'est une couche réseau supplémentaire qui est mise à disposition des entreprises sur lequel l'utilisateur va transiter et va avoir de la performance qui lui est garantie pour avoir un meilleur ressenti utilisateur et un service de sécurité qui est rajouté au-dessus pour garantir que les données qui sont manipulées sont des données qui sont contrôlées et maîtrisées par l'entreprise et garantir que la chaîne d'infection des attaques de phishing ou de cloud puisse être interceptée, garantir que quand ils manipulent des fichiers, ces fichiers sont propres, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui une industrie bien structurée sur la cybersécurité? Pardon, Ilham Chokrani. Alors, l'industrie de la cyber est encore très fragmentée. Elle a progressé ces dernières années, mais elle doit continuer à se structurer. On va être de plus en plus en phase de phénomènes de coopétition. On est à la fois concurrents sur certaines activités et puis en coopération sur d'autres pour construire finalement des offres packagées qui vont permettre de répondre à des enjeux qui viendront finalement sécuriser la chaîne de confiance numérique, les infras, les données, les applications, les enjeux de l'identité numérique dont on parlait. Et ça, ça a progressé. Il y a des initiatives intéressantes. Il y a déjà des offres packagées aujourd'hui? Oui, il y a des offres packagées de plusieurs acteurs qui, par exemple, vont aller proposer aux collectivités territoriales, aux acteurs du monde hospitalier, des offres packagées qui vont permettre de couvrir certains enjeux. Il y a des acteurs qui se réunissent, par exemple, pour proposer à des startups qui développent des solutions logicielles à la fois de manager leurs risques cyber et en même temps de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vulnérabilité dans la solution logicielle qu'ils puissent développer. Donc, clairement, il y a des initiatives émergentes qui sont intéressantes. Il y a des acteurs industriels qui se regroupent aussi. J'en veux pour preuve cette initiative lancée par le secteur aéronautique. 80% aujourd'hui d'un avion est construit par la supply chain. Une initiative Boost Aerospace avec des industriels qui se réunissent pour essayer de sécuriser finalement les acteurs de la supply chain, des acteurs de plus petite taille qui n'ont pas forcément les moyens des grands acteurs et qui par contre peuvent être les maillons faibles de la chaîne. Donc voilà, ces initiatives, elles sont importantes, mais elles doivent continuer à se développer et c'est en ce sens que voilà, l'intelligence collective et
et cet enjeu de partenariat, de création finalement de compétences et d'offres globales qui mêlent la recherche, l'innovation des startups, l'éducation et les principaux utilisateurs est absolument capital pour le futur de la cyber. Ça, oui, également, c'est quelque chose qui est en voie de construction. Qui se construit aussi. Alors, il y a aussi le campus le campus cyber, qui est une initiative qui a été lancée par le gouvernement, qui va ouvrir ses portes dans le courant du premier semestre 2021, qui va regrouper en un seul lieu justement tous ces acteurs-là, à l'instar de ce qui se pratique en Russie, en Israël, en Chine. Voilà. Thomas Lecause, quelles sont aujourd'hui les efficacités des attaques par phishing ? Trop élevée. Importante, ouais. Trop importante. Ouais, il y a une stat, c'est presque 40% des utilisateurs non entraînés se font avoir par une attaque de phishing. Il faut savoir que c'est plus le coût du riche héritier qui a besoin de 5 000 € pour débloquer une somme. On est vraiment sur des attaques qui sont beaucoup plus rentables aujourd'hui et qui sont par biais d'itération, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faites. Celles qui ne passent pas ne survivent pas, et celles qui passent, on en entend parler, elles se sont améliorées et elles sont plus rentables, donc les groupes sont plus motivés et sont très bien payés. On parlait de la Russie à l'instant, il y a quand même un hacker russe qui est assez connu pour piloter un gang de ransomware qui pose sur Instagram avec des voitures de course sur la place rouge à Moscou. Aujourd'hui, il y a quand même une industrie et ça fait rêver certains. Et je veux dire, la barrière à l'entrée est très faible. Malheureusement, on a ce manque de culture et de sensibilisation à la cybersécurité de tout à chacun. C'est vraiment, pour moi, il y a le rôle de l'IT, il y a le rôle de la cybersécurité, des outils pour venir protéger les boîtes mail et de complexifier le travail de l'attaque. Mais on a un travail tous personnel, on a tous une responsabilité dans la cybersécurité. Savoir aux emails qu'on ouvre, la pièce jointe évidemment, ne pas rentrer ses identifiants n'importe où. Et quand on demande la question, on pose la question autour d'une table, personne ne le fait bien sûr. Personne ne clique sur la pièce jointe, personne n'ouvre des emails qu'on ne connaît pas. Et si, dans les faits. Quand on teste, malheureusement... Et alors vous utilisez quoi comme technique pour vraiment sensibiliser, pour que ça fonctionne, cette formation contre le phishing ? Il y a plein de scénarios différents. Un très simple, surtout en période de Covid, on a la pièce jointe. Donc on reçoit un mail non sollicité. Ça peut être une simulation en fait. Pardon, oui, tout à fait. Là, vous essayez de piéger. On fait beaucoup de simulations pour voir en situation réelle ce qui se passe. Donc on fait des vraies campagnes de phishing et ça nous permet d'avoir le côté attaquant puisqu'on voit nous comment se passe le comportement. Est-ce que l'email est ouvert sur un téléphone portable par exemple ? On sait que sur le téléphone portable, c'est. Et après vous affichez, c'était une blague. Alors on ne dit pas que c'est une blague parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir les personnes qui vont signaler l'attaque. Il faut savoir que le problème qu'on a, c'est les attaques qui ne sont pas détectées. Donc parfois on a des solutions qui permettent de diagnostiquer un comportement un peu suspect. On voit qu'il y a tel employé qui se connecte depuis la Russie, c'est un peu bizarre. Donc si on est bien équipé, qu'on a des outils de réponse à incident, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour beaucoup de PME qui n'ont pas le budget pour être équipés. Et est-ce que c'est légal ça de piéger des salariés ? Alors on demande l'autorisation au préalable. On combine ça avec une offre de formation, donc on ne les laisse pas dans le total. Vous avez mal fait ou autre. C'est plutôt du renforcement positif et ça permet à la société qui a fait signer une charte de confidentialité, une charte informatique pour la sécurité de ses données, de s'assurer du bon respect de cette charte-là. D'accord. Vous utilisez quand même des techniques de pointe pour travailler, pas uniquement de la formation. Ces simulations, ce travail pour comprendre les mécanismes, les réactions des uns et des autres. Ouais, il y a un travail technique et technologique sur la partie création de campagne. On essaie de se rapprocher le plus du comportement des attaquants. On a la plupart du temps les clients qui nous ouvrent en partie les portes de leur serveur email pour qu'on puisse faire une attaque qui ne soit pas, en fait, une fois que les collaborateurs ont commencé à marquer que c'était une attaque, qu'on puisse continuer à tester tout l'effectif. Vous faites de l'apprentissage machine, typiquement ? C'est en cours de réalisation sur la partie rapport. Parce que ça pourrait être un apport intéressant, oui. C'est hyper intéressant. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir réduire le cycle d'apprentissage et ne pas sursolliciter les personnes qui sont déjà compétentes dans le signalement de l'attaque. Par contre, renforcer les personnes qu'on trouve à risque de par les données comportementales qu'on a en simulation et en e-learning. Quelqu'un qui se fait avoir sans cesse sur la même attaque alors qu'il a été formé, on va insister un peu plus et peut-être changer les moyens de pédagogie pour renforcer ces personnes. Frédéric Sollet, dans le cloud, on revient dans le cloud. Quels sont les éléments indispensables qu'il faut installer, prévoir pour assurer une bonne sécurité ? Déjà, il est important pour les organisations de comprendre que le langage, comme je disais, d'Internet a changé. Aujourd'hui, 80% du trafic Internet dans les entreprises, c'est du service cloud.
Auparavant, ils avaient mis en place des solutions qu'on appelle des proxys qui permettent en fait de couper, d'avoir une barrière entre l'utilisateur et Internet pour filtrer les flux. Et ces proxys-là, aujourd'hui, traitent que 20% du trafic. Donc, ils ont investi sur des solutions qui ne parlent plus le même langage que parlent aujourd'hui les services cloud. Donc, il faut être capable de parler le langage du cloud et de pouvoir, en fait, répondre à la problématique essentielle qui est où se trouve mon utilisateur et où se trouve ma data et comment la protéger. Et c'est vraiment le... C'est quoi? C'est le problème de la visibilité globale, en fait, de son système d'information? Oui, de la visibilité globale et puis de répondre aussi au nouveau challenge qui est cette application qui est dans le cloud. Les entreprises aujourd'hui, si elles gardent leur même système de sécurité qu'ils ont en place, ils obligent les utilisateurs à rentrer sur le système d'information pour être sécurisés, pour pouvoir ressortir sur Internet derrière. Donc, l'expérience utilisateur n'est pas bonne. Il y a des goulots d'étranglement qui sont réellement apparus pendant la phase du Covid, quand il y a eu le confinement, puisque tous les utilisateurs devaient rentrer sur le système d'information pour ressortir sur Internet. Donc c'est là que le SASI ou avoir un service cloud a toute sa valeur pour pouvoir garantir une meilleure expérience utilisateur, une protection des données et un accès direct au cloud pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Bon, il y a un autre enjeu macro, Ilan Shoukrani, c'est les talents. C'est comment on fait pour trouver suffisamment d'experts en cybersécurité et recruter les bonnes personnes pour se protéger en entreprise. Oui, alors ça c'est un enjeu effectivement majeur. Alors on a évoqué là quelques sujets d'automatisation qui vont dans le sens de finalement l'industrialisation de ce secteur, mais il n'en reste pas moins que les talents sont importants, qu'il faut les recruter, les retenir. Et les développer. Et les développer. Donc 3 enjeux majeurs en termes de RH. On recrute aujourd'hui en France 1500 experts en cyber, alors qu'il en faudrait 6 fois plus. Et donc ça permet de mesurer quel est l'écart. Et il y a un enjeu à la fois de diversité et de mixité. Un enjeu de diversité parce qu'on l'a évoqué finalement entre l'intelligence de la menace, les compétences liées au cloud, aux objets connectés, la nécessité de prendre de la hauteur et de gouverner les risques d'un point de vue global, la maîtrise d'œuvre de déploiement de solutions logicielles qui se fait pas sans compétences associées. Il y a une pluridisciplinarité à la fois de compétences et de profils, à la fois sur des savoir-faire techniques importants, mais aussi sur des postures et donc des compétences douces. Et souvent, on est sur un métier d'expertise. Ces compétences douces, elles ne sont pas natives. Donc, il faut les travailler pour qu'on puisse être en capacité de parler au business, on puisse être en capacité de venir présenter un sujet cyber en commission d'audit d'un conseil d'administration, auprès d'un dirigeant, défendre un budget. Et donc, ces compétences-là, elles sont importantes. Donc, l'enjeu de la diversité est clé. Il faut réussir à trouver toutes ces compétences-là. Et puis, là, on en est loin aujourd'hui sur la mixité et la diversité dans la cybersécurité. Alors on en est loin, même si on progresse. J'ai réussi à avoir une femme en plateau, je suis vraiment très contente. on progresse parce qu'on était à 11 à 12% il y a quelques années. On est, selon les dernières études, entre 15 à 20%. Ça reste très en dessous du ratio qu'on connaît dans le secteur du numérique. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu important. Alors moi, je porte effectivement la responsabilité d'être secrétaire générale d'une association de 250, le CEF6, dont la présidente est Ena Sira-Salvan, qui l'a créée il y a déjà 4 ou 5 ans. Et qui porte justement cette ambition de promouvoir finalement le leadership des femmes dans la cyber pour montrer que c'est possible, que ça existe d'une part, que c'est possible, et puis d'encourager les vocations dès le plus jeune âge, parce que ça se joue en fait en réalité dès le collège et le lycée, voire en début d'études supérieures, et puis encourager aussi des reconversions. Il y a des femmes qui ont une première expérience professionnelle très intéressante dans la gouvernance, dans l'IT, et qui peuvent avoir une seconde carrière professionnelle dans la cyber qui peut être intéressante. Donc, enjeu de mise en lumière de femmes pour donner envie. On peut citer d'ailleurs 15 Tech qui nous a permis d'être réunis Absolument. Donc, qui est effectivement une plateforme qui a pour ambition effectivement de viser 50% de mixité dans la tech à horizon 2050, dont la dirigeante est Caroline Ramad, et qui nous a mis en relation. Et donc, juste sur le CEF6, comme on est dans le mois européen de la cyber, au mois d'octobre. Cybermois, le Cybermois, exactement. Cybermalveillance. Je voulais du coup en profiter pour communiquer sur le fait que le CEF6 organise son 9e colloque le 27 octobre prochain.
et avec une première en France qui est le trophée de la femme cyber, à l'instar de ce qu'on peut connaître dans d'autres secteurs. On va récompenser 5 lauréates. Il y en aura 12 qui seront nominées le 16 octobre et il y en aura 5 qui seront lauréates. Dirigeantes et entrepreneurs dans le secteur de la cyber, professionnels, femmes dans les fonctions support. Il faut de l'ARH, des sales, du marketing pour permettre à cette industrie de croître. Et puis femmes étudiantes. Et puis il y aura un coup de cœur du jury. Donc le 27 octobre, on aura de nouveaux visages qu'on pourra mettre en lumière et qui participeront du coup à promouvoir ces talents. Est-ce qu'il y a des fuites de talents à l'étranger? Est-ce qu'on est victime aussi de ça en matière de cyber? Frédéric Sollet? Oui, on a. Les salaires c'est le système de l'offre et de la demande. Suffisamment élevé ici. Le manque de ressources chez nous, mais aussi à l'étranger, fait que les talents sont intéressés par aller aux États-Unis, par exemple, à aller dans les grosses firmes comme Google, Microsoft ou d'autres. Et donc, oui, on a à faire face à cette problématique-là. Après, la formation, l'environnement qui leur a mis à disposition peut leur permettre de vouloir rester en France. Mais c'est un challenge qu'il faut traiter aussi également. Alors, si je résume un peu le futur de cette cybersécurité, c'est une structuration plus solide de l'industrie pour mieux travailler ensemble. C'est sécuriser le cloud avec des nouvelles solutions comme SASI. C'est aussi la sensibilisation. Mais finalement, je me demande si ce n'est pas l'ultime rempart, cette sensibilisation. Ouais. Finalement, la meilleure cybersécurité, c'est l'homme. Oui, alors après... On est en train de prendre conscience de ça. Il y a ça, il y a aussi toute une partie qu'on ne voit pas. On repose sur tout un tas de systèmes qui sont aujourd'hui invisibles à nos yeux, mais qui font que cette émission fonctionne ou autre, sur laquelle on a peu d'actions humaines, mais qui se mettent à jour, qui ont des vulnérabilités potentielles. Donc il y a quand même une grande part de cybersécurité qui est technique. Aujourd'hui, il faut quand même des solutions techniques. Mais toute la technicité qu'on peut avoir, si demain l'opérateur qui est derrière se fait manipuler, peu importe la raison. Et pour ça, encore une fois, il faut quand même simplifier ces sujets. Faire de la pédagogie, c'est aussi simplifier, éviter trop d'acronymes comme SASI, qui est très compliqué. Et un peu de diversité. Merci beaucoup, Frédéric Sollet, directeur régional de Netscope, Ilham Choukrani, PDG de Potentiel et secrétaire général du CEF6, Thomas Lecos, président et cofondateur d'Arsène. Juste après la pause, on va écouter les conseils d'un aspirant gentleman pour parfaire notre image à nous de gentleman numérique. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à avoir du tact dans le monde numérique. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est le tact selon un gentleman ? Alors le tact, si on prend sa définition de départ, sa racine latine, c'est tactus. Tactus, ça veut dire toucher. De la même manière, de cette même racine, on a tactile. Donc quand on parle de tactile, on parle du toucher, donc des doigts, les empreintes digitales, donc de digital. Et si en France, on utilise le terme numérique, pour parler de tout ce qui concerne l'informatique liée à l'environnement que nous connaissons bien, eh bien aux États-Unis, on parle de digital. Donc on se rend compte que finalement, dans son étymologie, le tact et le monde digital sont dans un même univers. Pourtant, on ne s'en rend pas tellement compte. Comment on fait pour avoir du tact dans ce monde numérique où tout va si vite ? Alors, la première chose, c'est que l'impatience est notre pire ennemi. Oui. On est toujours sollicité, il faut répondre très vite, et ce n'est pas le meilleur moyen pour un gentleman de se comporter. Et d'ailleurs, John Steen, qui est un peu notre gentleman de référence, il disait « L'impatience est sujette à caution. Avec l'enthousiasme, je ne connais rien de pire. » Donc c'est pour nous rappeler que c'est ça qui nous fait faire des boulettes. Donc cette impatience, il faut vraiment la rejeter. De même, quand on fait un régime alimentaire, je fais partie des gens qui ont tendance à manger un peu vite, on dit entre deux bouchées, posez la fourchette, entre deux réponses, posez votre téléphone. Donc ça, c'est le premier outil, maîtrisez votre temps pour avoir du tact. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, vous êtes contre l'utilisation des emojis, des émoticônes ? Parce que finalement, parfois, on fait une réponse très rapide, on envoie un petit smiley et voilà. Oui, l'affaire est conclue. Exactement. C'est le deuxième conseil d'ailleurs que je peux donner, c'est travailler votre esprit d'à propos. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, ça, le petit smiley rapide ? On peut le rapide. faire, si, dans l'intimité, on peut s'amuser avec tout ça, mais souvent, c'est une facilité et on banalise un propos. On met une série d'émojis, des flammes, des bises, des tas de choses, des cœurs. Finalement, dans la précipitation, alors c'est pas ce qu'on veut dire. Développer le sens de l'à propos, ça veut dire
on en a déjà parlé, le contenu de son vocabulaire et la forme. Si ce que vous répondez a du sens, vous n'avez pas besoin de dire « Ah non, mais là, je plaisante » ou là, ben non, je suis fâché. Vous voyez, donc c'est un exercice. Alors souvent, qui vous oui, on permet met ce petit d'éviter. smiley clin d'œil pour bien préciser que c'est une petite blagounette, hein. Voilà. Et- Alors ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas été subtil? Oui, c'est si on est obligé de le dire, c'est qu'on n'a pas, notre propos n'est pas précis, n'est pas pertinent. Et cette invitation, d'ailleurs, elle est aussi Kevin Systrom, par exemple, qui est le créateur d'Instagram. Il nous alerte également. On peut penser que les grands pionniers comme ça du monde numérique sont pour un flot permanent d'informations. Non, il dit deux choses. Il dit, la première chose, il dit c'est pas tellement les photos que vous publiez qui sont importantes, c'est la manière dont vous le faites. Donc, vous voyez que la forme compte. Et la deuxième chose, c'est la meilleure publication, c'est moins de publications. Donc une certaine réserve. De la part d'Instagram, c'est à noter, effectivement. Exactement, exactement. Bon, et alors, comment est-ce qu'on fait pour bien manier, justement, nos tournures de phrases? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, juste en rappel, dans la définition du tact, le tact, c'est l'art de faire le point sans se faire un ennemi. Donc ça veut dire, on parlait tout à l'heure de digital, donc de toucher, donc c'est toucher sans blesser, un peu comme dans l'escrime, et donc c'est un défi. Et donc pour relever un défi, si on parle d'escrime ou de tennis, quand on est au tac, on renvoie la balle en permanence, c'est beaucoup d'entraînement. Donc le premier conseil, c'est de s'entraîner. On peut s'entraîner entre amis. Francis Ford Coppola, quand il est avec ses acteurs, parfois pour s'entraîner, pour décompresser un peu, ils font un jeu de ballon virtuel. Donc je vous envoie une balle de ping-pong en faisant un bruit de ping-pong. Vous allez me renvoyer une balle de tennis. Je vais vous renvoyer une balle de bowling, une boule, et donc ainsi. Donc la pratique ludique des mots, des phrases, fait partie du développement du tact. Et Ça vous l'humour, évite on a le droit à l'humour? Bien sûr. Alors, il y a une croyance qui est complètement erronée, c'est qu'on imagine qu'une personne sérieuse ne manie pas l'humour. On est dans le monde des affaires, on est sérieux. Eh bien non, le contraire de drôle, c'est pas sérieux. Le contraire de drôle, c'est pas drôle. Donc, on a le droit de manier l'humour. Et alors, toujours dans les pionniers du numérique, Vinton Cerf, que je crois que vous avez interviewé. Absolument, encore récemment, oui. Voilà, qui est donc le créateur d'Internet. Il disait, finalement, l'humour, c'est la seule chose qui permette de supporter la pression et la crise. Donc c'est quelque chose d'important et ça va vous permettre de faire passer vos messages sans blesser, de faire glisser les choses. C'est une forme de raccourci qui va permettre de créer un dialogue. Et ce dialogue, toujours dans l'actualité, on parlait de Wolinski pour le drame qu'il y a eu il y a quelques années, il disait le plus court chemin d'un homme à un autre, c'est l'humour. Donc l'humour permet d'avoir ce raccourci entre deux hommes parce qu'on va se comprendre avec cette légèreté nécessaire pour bien communiquer. Mais c'est tellement difficile de bien manier l'humour, c'est pour ça. Est-ce que c'est pas un peu risqué? Oui, alors évidemment, il faut s'y risquer pas à pas. On peut être lourd. Oui. C'est pour ça qu'au début, parfois on a besoin de l'emoji ou de petits commentaires, ou de clins d'œil, de smiley, de parenthèses, pour essayer d'atténuer quand on n'est pas très sûr de soi. En fait, ce sont des petites touches, non? Quand on envoie ces C'est smileys, ça, on fait des voilà. petites touches. C'est ça, ça se manie, c'est comme de la peinture impressionniste un peu. On va par petites touches finalement créer quelque chose. Mais ça permet d'avoir une certaine délicatesse, voilà. Vous auriez une phrase comme ça qu'on pourrait employer très facilement pour s'essayer à l'humour? Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire court, de dire qu'est-ce que je vais dire pour être court. C'est pas complètement de l'humour, mais je vous parlais d'un autre personnage, Obélix. Oui. Donc, dans Astérix Gladiateur, Caius Optus, qui est le chef des gladiateurs, il cherche absolument à les recruter. Donc, il essaie de les séduire et de les impressionner. Donc, il leur fait goûter des mets très délicats. On connaît Obélix qui aime beaucoup le sanglier, donc il goûte des choses qui sont un peu curieuses pour lui, et notamment on lui fait goûter du caviar. Et à la fin, donc Caius Optus, très, très sûr de lui, il dit « Mais alors, comment vous trouvez ça ?» Et il dit « Salé ». C'est la chose qu'il dit. Donc voilà, comment on peut faire court, résumer une situation. Et du coup, moi, comment je peux vous dire avec tact, Frédéric, qu'on arrive à la fin de cette émission? Eh bien, le tact, ma chère Delphine, c'est finalement de faire sentir à vos invités qu'ils sont chez eux,
alors que vous souhaiteriez qu'ils y soient vraiment. Merci beaucoup Frédéric Rebet, aspirant gentleman. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. À suivre le Lab Startup avec des jeunes pousses innovantes. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.